Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Il est 17h04 et Philippe David est déjà souriant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile. Et vous savez que c'est un anniversaire important aujourd'hui. Ah, C'est le 119 décembre 1905. C'est le 119e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État sur la laïcité. Et je me disais, ma chère Cécile, mais c'est pas le cas pour tout le monde dans le je studio. pensais que c'était notre séparation à nous deux. Non, vous êtes une des rares personnes à qui je donnerais le bon Dieu sans confession. Ah bah vous avez vu. Vous êtes très lucide Bah ce oui. matin. Mais vous aussi, je vous le donnerai. Voilà. Mais j'ai dit pas à tout le monde dans ce studio. Oui, bien sûr. Mickaël Sadoun aussi. Pour se mentir, à qui tu le donnes Du coup, je me fais sonner les cloches. Eh ben, bravo. Est-ce que c'est le même Dieu? Voilà. En attendant. Oh oui, pour les gens de bonne alors ça va. volonté. En Oui, je suis attendant, d'accord. moi Je j'ai suis été élevé d'accord. en pension et je vous assure que pour Notre-Dame de Paris, aujourd'hui est jour de... J'avais tous les hits de Notre-Dame de Paris, je pouvais fredonner, j'ai cette chanson dans la tête depuis l'autre soir, c'est dingue. Moi, je rêverais de certaines confessions sans le bon Dieu. Hein. Ouais, De ouais. De Mais de vous, qui, pardon. Philippe David? Bah, confessions mais il n'y a en pas un besoin mot, de hein. confession et de confession, pardon. Il balance tout, Philippe David. Donc, Il balance tout, alors dans il n'a ça, aucun ça- secret. 70% concernera la nourriture. Vous êtes au courant déjà. C'est pas la peine d'aller Non, chercher autre chose. Françoise, quand c'est de la nourriture, il balance pas ça, je vous le dis tout de suite. Il termine. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous. C'est une nouvelle semaine qui commence avec un week-end tellement fourni en actualité qu'on ne sait pas quoi choisir. En tout cas, on a choisi et aujourd'hui, le grand débat du jour à 17h30. Emmanuel Macron s'est donc offert un week-end de belles images et un grand coup diplomatique en pleine crise politique à domicile. Le président a réuni 40 chefs d'État parmi Volodymyr Zelensky et Donald Trump en marge des cérémonies de réouverture de Notre-Dame. Alors parlons vrai. Est-ce que la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans est un succès incontestable pour Emmanuel Macron? Est-ce que la rencontre Trump-Zelensky est un succès diplomatique pour la France et pour lui? Et à cette question, réouverture de Notre-Dame, est-ce un coup de maître de Macron? Vous dites non à 88%. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et notre invité Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, des scènes de liesse à Damas et des prisonniers relâchés, des geôles souterraines après des années de torture. Le renversement du régime de Bachar al-Assad provoque l'euphorie, mais une joie teintée d'inquiétude. Le mouvement rebelle qui l'a renversé, issu de l'islamisme radical, conduit la série certainement dans un avenir pour le coup incertain. Alors parlons vrai. Est-ce que la chute de la Syrie aux mains des islamistes vous inquiète? Craignez-vous que le pays redevienne un sanctuaire du terrorisme comme avec Daesh? Et à cette question, Syrie, craignez-vous qu'on passe d'une tyrannie laïque à une dictature islamiste? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Roland Lombardi, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient et directeur de la rédaction du Diplomate Média. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Monsieur le Président. Comment ça va, Monsieur le Président? Ah, mais j'ai passé un excellent week-end. C'est vrai Absolument, pardon de reparler de nourriture, mon cher Philippe. Hier, j'avais tous mes enfants et mes petits-enfants une fabuleuse choucroute. Donc, il s'est passé plein de trucs, mais Philippe, avant, je crois, Françoise de Goua est avec nous. Ça va? Chère Françoise, vous avez regardé la télé tout le week-end? Non, j'ai passé des coups de fil. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis standardiste. Vous savez, parce que dans ces moments extraordinaires, vous voyez, de remaniement, tout le monde a quelque chose à vous dire. Remaniement, bonjour. Ne quittez pas, attendez. Vous voulez parler à qui, monsieur Olivier Faure? Ne quittez pas, je vous le passe. Merci Ne beaucoup. quittez pas, bonjour. Voilà. Ici Emmanuel Macron, alors ça va? Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était un très beau week-end quand même. Oui, Voilà. très bien. Mickaël Très Sadoun, riche. chroniqueur et consultant. Vous, je suis sûr, mon cher Mickaël, bonjour, Dites-moi. que vous avez regardé cette cérémonie. J'ai suivi un petit peu la cérémonie, mais je vous cache pas que j'étais avec ma nièce, donc j'ai pas Oh, pu tout mais dis suivre. donc. J'étais concentré sur des choses légèrement plus importantes. Ah bah, on va poser la question à Maud. 2 ans. 2 ans. oui, Ah bah ouais. la classe des rangs, là, oui. Il y a dû y avoir des conversations un peu profondes, bien entendu. Avec une enfant de 2 ans, oui, c'est ça. Maud est avec nous de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Maud. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous, votre sujet du jour, c'est pourquoi je n'ai pas regardé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Parce que je trouvais que c'était un peu élitiste. D'accord. Et puis, pourtant, moi, je suis très pro-patrimoine. Mhm. Et je trouve qu'en fait, tout le monde aurait dû pouvoir en profiter et pas avoir une invitation pour aller regarder un spectacle dans un endroit qui est plutôt censé être sacré.
Ouais, ça veut dire que pour vous, il devait y avoir aussi du public, c'est ça? Ah bah bien sûr. C'est la France, en fait. Je veux dire, elle appartient pas à l'élite, la cathédrale. Hein. Ça s'entend, Philippe Bilger? Oui, ça s'entend. J'ai regardé le début samedi, je n'ai pas pu tout voir, mais je trouve tout de même qu'il m'a semblé, pour contredire un peu Maud, qu'on ne sentait pas l'élitisme. Tout ça me semble pour une fois parfaitement organisé, sans que quiconque puisse se sentir ostracisé. Mais peut-être suis-je toujours un peu trop partial quand il s'agit de l'Église, et surtout de la cathédrale. Françoise Degois. Oui, j'entends ce que vous dites. Oui, il y avait un côté, effectivement, mais parce que c'était solennel et parce que c'est très puissant. Après, moi, ce que j'ai très peu goûté, c'est-à-dire que j'ai vraiment adoré l'ovation aux pompiers. J'ai vraiment adoré aujourd'hui est un jour de rêve. C'est magnifique avec tous les prêtres et les archevêques, les évêques et enfin tout qui rentre dans l'église. Mais après, je pense que on a sombré dans le service religieux qui n'était pas une messe parce qu'il n'y avait pas d'Eucharistie. Et au bout de 45 minutes, je pense que je n'en pouvais absolument plus la liturgie catholique, en fait. Je pense que c'est ça, juste le sujet. Mickaël Sadoun. Alors, entre deux heureux, je peux être d'accord avec la remarque qui a été faite par notre auditrice. Ça rejoint par Maud. Ça rejoint une remarque que je me faisais, c'est que je trouve dommage que l'image qui soit le plus restée de cette cérémonie soit cette fameuse photo d'Elon Musk marchant devant Nicolas Sarkozy et François Hollande, ce qui a suscité certains commentaires que je trouvais déplacés, visant à dévaloriser le politique devant les forces du privé. Allez Maud, vous restez avec nous. Merci en tout cas de votre appel. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir commenter, bien sûr, participer au qui c'est qui l'a dit. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, mon cher procureur. Je vais un peu parler de François Bayrou. Eh bien très bien, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ravi de vous retrouver en ce lundi avec Philippe David autour de cette table. Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun et Maud, notre vraie voix du jour qu'on est ravi d'accueillir. Dans un instant, Félix est de retour. Félix, c'était bien ce petit week-end, Félix? Formidable. Des choses à raconter ou plein de choses. Vous avez une heure? Oui. On a 1h45. Non, mais est-ce que c'est des choses racontables surtout? Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Rapport à votre vie privée. Moi, si c'était vous, des copains, des copines. Oui, vu la coupe de cheveux, je pense que c'est pas racontable. C'est ça. Il y a du laisser aller. Du coup, on va s'abstenir de raconter. C'est vrai qu'il y a une coupe de dictateurs là aujourd'hui. Je trouve. Je dis aux auditeurs qui ne regardent pas, je me recoiffe du coup. Je me recoiffe aussi. Allez, pardon. Allez, des trois mots dans l'actu. Félix Mathieu, de quoi parle-t-on? On va parler de ces scènes de liesse, évidemment, dans la Syrie débarrassée de Bachar el-Assad et puis de la recherche aussi des disparus qui démarre. On va parler d'Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui les écologistes, l'IOT ou les communistes pour parler évidemment d'un futur gouvernement et puis de l'ouverture du procès de l'affaire emblématique du MeToo en France, le procès de Christophe Ruggier accusé par Adèle Haenel. En 3 mots, liesse, consultation et procès. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, est-ce l'heure de François Bayrou, Philippe Oui, Bilger? il a confirmé hier, je crois, qu'il se mettait à la disposition d'Emmanuel Macron et donc de la France. Moi, finalement, j'ai connu un François Bayrou très remarquable quand il était quasiment à la tête du CDS et qu'il avait donné au centrisme une tonalité vigoureuse, courageuse, pas du tout tiédasse et molle. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait en effet récompenser sa patience. Il y a des aides qui désirent tellement un poste que finalement, ça relève presque de la gratitude humaine que de le leur offrir. Et parfois, ça me fait penser, même si la comparaison est infiniment discutable, à Mitterrand qui, pour le pire, a confié le poste de Premier ministre à Rocard parce qu'il l'espérait tellement. C'est un peu pareil, sauf qu'on n'est pas du
du tout sur le même registre. Autant le donner à Ségolène Royal aussi, alors qu'il y a ça. C'est assez intéressant que vous parliez de Mitterrand et de François Bayrou, parce que Mitterrand avouait une admiration sans borne pour François Bayrou, parce qu'il disait un homme qui a été capable de surmonter son bégaiement, c'est tout à fait extraordinaire, d'autant que ce bégaiement, en réalité, il arrive après un grand choc psychologique. Il faut quand même comprendre qui est François Bayrou. Parent paysan, son père meurt violemment dans un accident, il est écrasé par une charrette de foin, je crois. Ou son tracteur. Et François Bayrou se retrouve chargé de famille à 16 ans et il devient agrégé quand même de lettres. Donc Mitterrand disait de lui, véritablement, il avait une admiration, il disait c'est certainement l'un de ceux que j'admire le plus sur sa détermination. Donc moi j'ai coutume de l'appeler avec sympathie et drôlerie, on l'appelle tous l'entêté ou le têtu des Pyrénées, voilà. Il n'y a que des Pyrénées, hein, parce que Macron il est des Hautes-Pyrénées, de Bagnères de Bigorre, l'autre il est de François Bayrou il est à côté de Pau, donc les entêtés, est-ce que les entêtés peuvent s'entendre? Je ne sais pas. Mickaël Sadoun. J'ai du respect pour François Bayrou du point de vue personnel, mais les Français ne sont pas responsables, je crois, de ses ambitions et ils n'ont pas à lui faire de cadeaux. C'est pas à eux, évidemment, de le nommer, mais je pense que même s'il est de nature à rassembler des camps politiques différents, et notamment, tu le disais la dernière fois, parce qu'il a les bonnes grâces du Rassemblement national, il n'a pas été trop sectaire vis-à-vis d'eux, je pense que son centrisme ne correspond juste pas aux aspirations des Français. Je trouve que ce serait pas un bon Premier ministre actuellement. Vous n'avez pas l'impression, Mickaël, qu'au moins il aura le mérite de véritablement apaiser? En tout cas, lui, il pourra. Je suis pas sûr. En tout cas, lui, il pourra. Vous savez, nous, soit la gauche va au gouvernement, soit elle fait ce qu'on appelle, ce que je pense, l'intelligence, c'est-à-dire un accord de non-censure. On s'engage à ne pas censurer si on obtient quelque chose sur les retraites, etc. Je pense que Bayrou, il peut obtenir ça de la gauche. Il peut obtenir la non-censure. Parce que qu'est-ce qu'on cherche tous là? Il faut quand même arriver à trouver maintenant un attelage qui vole pendant 30 mois. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va rentrer au gouvernement. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun fasse un pas. Et je pense que le pas pour la gauche, il est plus facile avec Bayrou, évidemment, qu'avec Retailleau. Donc ce sera peut-être le retour de Marc Fesneau et de Sarah El Haïry. Je ne suis pas du tout sûr que ça marchera comme ça. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont liesses, consultations et procès. Des Syriens recherchent leurs proches disparus dans les geôles du régime après la chute de Bachar el-Assad hier, tournant historique salué par des scènes de liesse et déjà des retours d'exilés dans leur pays. Roussel et Tondelier le lundi, après Trump et Zelensky le week-end. Retour à la politique nationale pour Emmanuel Macron. Objectif, trouver un Premier ministre qui ne soit pas, vous en parliez, censuré par l'Assemblée nationale. Et puis une foule de manifestants, de manifestantes surtout, réunis devant le tribunal de Paris en soutien à Adèle Haenel pour l'ouverture du procès de Christophe Rougia, affaire emblématique de ce qu'on appelait le MeToo en France. Les vraies voix Sud Radio. Des scènes de liesse, des files de voitures d'exilés de retour vers leur pays, des portraits brûlés de Bachar el-Assad, mais aussi des images de prisonniers hagards extraits des geôles souterraines du régime tombées hier après un demi-siècle. Après la chute de Bachar el-Assad, des Syriens recherchent leurs proches disparus et depuis les capitales du monde entier se multiplient les appels à une transition pacifique. Volker Türk, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, en appelle à juger désormais les crimes du passé. En Syrie, hier, nous avons vu un régime chassé du pouvoir après des décennies de répression brutale et près de 14 ans de conflits incessants. Des centaines de milliers de vies ont été perdues durant cette période. Plus de 100 000 personnes ont disparu et quelques 14 millions ont été chassés de chez elles, souvent dans les conditions les plus atroces. Il est impératif que toutes les preuves soient collectées et conservées méticuleusement en vue d'une utilisation ultérieure. Cette transition doit également veiller à ce que la tragédie des personnes disparues soit prise en compte, dit-il. Notez qu'après la chute du régime el-Assad, l'Allemagne, la Suède, la Norvège et le Danemark ont suspendu les demandes d'asile de réfugiés syriens. L'Autriche prépare même un programme d'expulsion ou de rapatriement des réfugiés syriens au nom de la nouvelle donne politique là-bas. Pour autant, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les intentions des rebelles qui ont donc chassé Bachar el-Assad du pouvoir. On en parlera à 18h30. Absolument. On vous incite à nous appeler à 0826 300 300 si vous voulez commenter, bien entendu. Deuxième mot, consultation. Emmanuel Macron recherche toujours le successeur de Michel Barnier. Un Premier ministre et un gouvernement qui ne seraient pas aussitôt censurés par l'Assemblée. Pour trouver la perle rare, le chef de l'État recevait les représentants du groupe centriste Lyot, mais aussi notamment le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, où l'on reparle de quelque chose qui ressemblerait à une sorte de gouvernement d'union nationale.
Je pense qu'il continue de consulter aujourd'hui pour envisager une rencontre de l'ensemble des forces et des groupes qui veulent trouver une solution et avancer. On voudrait connaître les intentions du président de la République et des députés macronistes. Est-ce qu'ils souhaitent sortir du blocage du pays? Est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'il y ait un changement de politique, même léger? En tout cas, nous y sommes prêts, nous le souhaitons. Que le pouvoir d'achat des Français soit préservé, que les salaires, les retraites soient indexés sur l'inflation. Après, on verra. La balle est dans son camp. Gouvernement d'union nationale ou bien pacte de non-censure, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, le RN serait exclu de l'équation, rapporte tout à l'heure l'écologiste Marine Tondelier, en sortant elle aussi de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il a répété à plusieurs reprises que, en gros, que la solution ne pourrait plus reposer ou pas reposer sur un accord avec le Rassemblement national, qui s'est montré quand même un piètre partenaire dans la séquence. On aurait pu le dire avant au camp Macron, ils l'ont appris à leurs dépens et donc on voit bien que le Rassemblement national mécaniquement est écarté de la solution. Des propos recueillis par Hélène Delacoste et Lucie Carbajal de l'agence France-Presse. Jeu de Paris, les vraies voix. Aura-t-on un Premier ministre à Noël? Je crois, oui. Vous pensez? On l'aura demain ou après-demain. Ah, vous êtes optimiste. Non, c'est-à-dire que le sujet n'est pas fait le Premier ministre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron lui donnera un mandat de former un gouvernement avec probablement... c'est pas ça. On aura un gouvernement, c'est sûr, en janvier, avec ce que je comprends des discussions... 2025, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ce que je comprends des discussions avec quelqu'un qui sera préfigurateur, c'est-à-dire qui sera le missi dominici pour trouver les accords avec les groupes. Michael Sadoun. Je pense qu'on aura un Premier ministre et un gouvernement en janvier, mais je pense que ce serait un tort qui repose sur la gauche, qui je crois est un partenaire aussi peu fiable que le Rassemblement national. Enfin, troisième mot, procès, celui qui s'est ouvert au tribunal de Paris en présence d'Adèle Haenel. Le procès de Christophe Ruggia qui s'est ouvert dans une salle pleine en présence effectivement donc de cette actrice Adèle Haenel, devenue figure du MeToo français. Il y a 5 ans, elle avait accusé le réalisateur de l'avoir agressée sexuellement quand elle en avait 12. Christophe Ruggia conteste les accusations. Avant l'ouverture de l'audience, en tout cas, une 50aine de personnes, surtout des femmes, se sont rassemblées devant le tribunal. Élise fait partie de ces manifestantes. C'est pas parce qu'on en parle nécessairement que les choses changent énormément non plus. Et c'est super parce que je pense qu'il y a une libération de la parole progressive. Mais cette libération, elle se fait vraiment à une échelle de quelques personnes. C'est toujours quelques personnes qui deviennent un symbole d'eux. Enfin, dans l'industrie du cinéma, je pense qu'on peut parler d'Adèle Haenel, comme on peut parler de Judith Godrèche. Mais finalement, on voit qu'il n'y a pas de changement vraiment collectif. Élise, manifestante au micro AFP de David Cantigno et Greg Ozan. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Cette affaire sera passionnante, mais je ne trouve pas qu'elle est emblématique du MeToo. Mais bon, ça c'est un point de vue strictement personnel. Et comme toujours, bien sûr. Oui, mais là, vraiment personnel. D'accord, parce que d'habitude, ça l'est pas, d'accord. Par le nom de tous les Français, d'habitude. D'habitude, c'est la vérité. Mais sur MeToo, c'est toujours un peu compliqué. Absolument. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure. Retour sur la réouverture de Notre-Dame, théâtre d'un coup diplomatique orchestré par Emmanuel Macron. Le président a réuni Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Macron fait-il du coup une pierre de coups? Parlons vrai, est-ce que la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans est un succès pour Emmanuel Macron? Est-ce que la rencontre Trump-Zelensky est également un succès, mais diplomatique, pour le chef de l'État? Et à cette question, réouverture de Notre-Dame, est-ce à coup de maître de Macron? Vous dites non à 89%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Philippe Moreau-Chevrolet sera avec nous, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et senior partner chez Iconic. On vous souhaite la bienvenue. On revient dans un instant, petite pause et merci de votre fidélité. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous invite en tout cas à nous regarder sur YouTube, sur la chaîne, si toutefois vous n'êtes pas abonné. C'est un tort. Mais bon, après, voilà, c'est facile. Et en fait, clic, ça y est, c'est bon. Twitter, Facebook, Instagram et TikTok, on est un petit peu partout. Vous ne pouvez pas nous manquer. Et puis, on dit bonjour à tous ceux qui nous découvrent, en tout cas sur l'appli, parce qu'il y a le DAB+, aussi, Philippe. Absolument, le DAB+, où on nous capte à peu près dans beaucoup
80% de la population en France ou 90%. Et puis on trouve des postes DAB+, tiens, c'est le moment de Noël pour les offrir. Absolument. C'est une bonne idée. Et je vous rappelle que les vraies voix sont écoutées dans 13 pays différents. C'est énorme. C'est bio. C'est bio. Oui. Vous avez dit c'est bio? Non, j'ai dit c'est beau. Non, vous avez dit c'est bio. Ah, j'ai dit c'est bio. C'est bio et c'est beau. Voilà. 13 pays différents. Exceptionnel. 13 pays différents. Ouais, on va commencer à dire des choses pertinentes. On va faire peut-être une version en anglais, non? Voilà, c'est ça. The two voices are talking to you. Your pronunciation. Calmez-vous. Donald Trump, calmez-vous. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée avec le président Zelensky, regardez, et le président Donald Trump. Ça y est, les trois hommes ont fini leur entretien et s'apprêtent à monter dans les véhicules. Le président élu américain qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection a déclaré dimanche vouloir conclure rapidement un accord pour mettre fin au conflit. Je tiens à remercier le président Emmanuel Macron d'avoir organisé notre rencontre. C'était une très bonne réunion. Il était important qu'elle soit constructive et que nous parlions bien sûr de l'Ukraine et des Ukrainiens. En attendant, l'administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de plus de 900 millions de dollars, avec notamment des drones et des missiles. Car en attendant de possibles négociations, Kiev doit toujours faire face aux attaques de Moscou. On va dû avoir le temps des candidats. Emmanuel Macron s'est offert un week-end de belles images et un grand coup diplomatique en pleine crise politique à domicile. Le président a réuni 40 chefs d'État et parmi eux, Volodymyr Zelensky, Donald Trump et en marge des cérémonies de réouverture de Notre-Dame. Alors parlons vrai, est-ce que la reconstruction de Notre-Dame en si peu de temps a démontré que la France est encore un grand pays? Est-ce que la rencontre avec Trump et Zelensky va permettre de remettre la France au premier plan pour un processus de paix en Ukraine? Et à cette question, rouverture de Notre-Dame, est-ce un coup de maître de Macron? Vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Philippe Moreau Chevrolet, senior partner chez Iconic. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, il y avait des événements dans l'événement. Hein. Absolument. Trois idées, je l'espère, rapides. D'abord, je considère, on l'a dit ici, Emmanuel Macron n'a pas tellement tenu de promesses durant ces mandats présidentiels qu'on puisse ne pas le féliciter pour le tour de force que d'autres, évidemment, ont permis et largement concrétisé de cette Notre-Dame de Paris au bout de 5 ans remise en splendeur. Deuxième élément, ça n'est pas un grand coup diplomatique, mais toute rencontre comme celle qui a eu lieu entre Emmanuel Macron, le président Zelensky et le futur président Trump est fondamentale sur le plan du dialogue. Et dernière observation, c'est d'autant plus quelque chose d'important que je persiste, le second Trump ne va pas avoir grand-chose à faire avec le premier. On l'a vu lorsqu'il est revenu sur sa décision de ne pas venir, on l'a persuadé de devoir venir. Ils discutent et c'est bon de montrer qu'avant que Trump ait pris une position, il est fondamental qu'il ait écouté le point de vue de Zelensky. Françoise Degois. Moi, je pense qu'il ne faut pas finasser. Alors, coup de maître, coup de génie, n'exagérons rien. Il n'a pas reconstruit Notre-Dame avec ses mains. Emmanuel Macron tout seul, avec ses mains, avec son casque de chantier. Enfin bon, il faut savoir être fair-play, sérieusement. Et d'ailleurs, ce qui restera des deux mandats d'Emmanuel Macron, vous verrez qu'en un, il restera Notre-Dame, en fait. Et puis pour le reste, jusque la réforme des retraites. Donc oui, bien sûr, c'est apporté absolument à son crédit, et je dois noter, je ne sais pas qui est la plume de l'Élysée qui a concocté ça avec Emmanuel Macron, mais pour une fois, j'ai trouvé le discours de Macron extrêmement juste. Je l'ai trouvé au cordeau, je l'ai trouvé pas trop long, je l'ai trouvé intelligent dans le caractère hugolien quasiment. On s'inscrit dans la trace et c'est pour des siècles et des siècles. Il n'y avait rien de religieux, c'était un hymne vraiment à l'humanité, à la fraternité. J'ai trouvé vraiment, je l'avais dit pour Samuel Paty, je pense que c'est le deuxième meilleur discours en 7 ans d'Emmanuel Macron. C'est quand même pas mal. Il s'est pas manqué pour ce jour-là. Bon voilà, écoutez, on va pas lui faire sa peau tous les jours. Hein. On fait ça à 360 jours par an. Mickaël Sadoun.
Oui, moi je vais faire une redite, mais concernant la volonté politique, évidemment il en a eu. Après, évidemment, ça relève pas non plus de l'exploit, puisque il a eu des fonds plus ou moins illimités qui venaient largement du privé, et puis derrière c'est quand même des artisans qui travaillent sur ça, mais il a quand même fait mentir certains personnels politiques, notamment Thierry Mariani, qui disait que c'était absolument impossible de reconstruire en 5 ans, donc il les a quand même bien renvoyés dans les cordes. Sur l'entretien avec Zelensky et Trump, je trouve que ça relève plus du coup de com' que du coup de force, puisque les positions n'ont pas tellement varié. Donald Trump n'a pas bougé de sa position, il l'a redit d'ailleurs aujourd'hui. Il est favorable à un cessez-le-feu. Je remarque que Zelensky aussi s'est assez largement calmé depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, donc il est plus prêt à négocier aujourd'hui. Ça n'a pas changé grand-chose. Après, qui se rencontre, qui se serre la main, bon bah tant mieux, mais ça me semble pas être révolutionnaire. Philippe Moreau, Chevrolet consultant et senior partner chez Iconic, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement Notre-Dame peut sauver ce double quinquennat en matière d'image ? Alors oui, ça va y contribuer. C'était un grand moment de communion nationale, au sens quasiment littéral du terme, avec un effet JO, je dirais. C'est-à-dire qu'on avait de nouveau la thématique de la fierté. On a réussi à faire ça ensemble. Ce sont de nouveau des artisans, nos champions français qui l'ont fait, avec une exaltation des pompiers, etc. Et puis un côté évidemment très lyrique et très juste d'Emmanuel Macron, qui n'est jamais aussi bon qu'en ce type de circonstances. Et puis il y avait un deuxième message de communion, mais international, avec un appel à la paix. C'était aussi assez réussi. Après, c'est assez paradoxal quand même, parce qu'on a un président qui rebâtit une cathédrale, en tout cas c'est l'histoire qu'il nous raconte, et qui détruit son camp politique. Donc on a vraiment, c'est saisissant l'instantané qu'on a d'Emmanuel Macron, avec d'un côté quelqu'un qui est capable de faire ça et qui est capable de créer ce moment national, comme il a su le faire avec les JO, auxquels personne ne croyait non plus, souvenez-vous. C'est un travail partagé avec Anne Hidalgo, mais c'est quand même une réussite. Et dans le même temps, au plan politique et domestique, c'est un champ de ruines absolu. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui restera comme image du président Emmanuel Macron. C'est ces deux visages de lui, finalement, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. On a du mal à comprendre qui il est. C'est vraiment extrêmement saisissant, je trouve. Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe, et votre dernière réflexion me conduit à vous demander, à votre avis, comment se fait-il que le talent qu'il a, même avec l'exagération, pour les sonalités, les hommages, les commémorations, ne parvient jamais à se traduire dans la perception que les citoyens ont de lui sur le plan politique? Parce que pour lui, parler, c'est agir. Quand il téléphonait à Poutine, au début de la crise, avant l'invasion en Ukraine, il pensait qu'il allait, par sa discussion, par sa parole, il allait réussir à empêcher l'invasion. Il avait fait même un communiqué à 2h du matin de l'Élysée en disant « J'ai parlé à Poutine, tout va bien ». Mais en fait, la parole, ça suffit pas. Et pour les Français voient un décalage entre sa parole, ce qu'il dit, et la réalité qui est quand même très, très fréquent. Quand il parlait du Covid, il disait qu'on était en guerre. Ça a beaucoup bénéficié en popularité à Édouard Philippe, qui lui disait « Mais on est simplement face à un virus, on va gérer et puis on va le faire comme on peut, quoi ». Et il y avait vraiment un fossé entre ce que disait le chef de l'État, il y a souvent, et la réalité, ce qui fait que pour les Français, il y a un doute qui s'est mis là-dedans. On se dit, il est très bon pour parler, pour donner du sens, pour créer des événements où la parole est la seule chose qui compte finalement. Mais après, sur l'action, il y a un vide vertigineux. Ça, je trouve que c'est... Il a porté ça vraiment beaucoup plus loin que tous les autres présidents de la République. François, je rebondis ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas finalement un homme de spectacle? Parce qu'il est très bon dans le spectacle, finalement. Je sais pas, je trouve qu'il est très mauvais acteur. D'ailleurs, il a très mal dit son texte. Son texte était magnifique, mais il l'a très mal dit. Je rejoins ce que dit Philippe. Peut-être, probablement, en tout cas, lui considère, il y a une forme de vision de lui-même qui est une forme de sacralité. C'est du narcissisme, parce que je suis pas psychiatre. En tout cas, lui, il considère que sa parole est performative. Voilà. C'est la parole qui fait que parce que je suis là, eh bien, les choses vont changer. Ça marche pas, ou ça marche une fois sur 10. Et là où je suis d'accord avec Philippe, je ne sais pas s'il l'a abordé, je pense qu'Emmanuel Macron, son défi, évidemment, il paraît on me rapporte qu'il ne cesse de demander à ses proches c'est quoi mon héritage, qu'est-ce que je vais laisser, etc. Ça devient une obsession. C'est toujours l'obsession des présidents en deuxième ou en fin de mandat. Bon, ça c'est fait. Pour lui, ça devient une obsession. C'est quoi mon héritage? What is my legacy? A-t-il demandé l'autre jour aux États-Unis par un diplomate américain. Qu'est-ce que je vais laisser? Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que Emmanuel Macron devrait peut-être arriver à laisser une meilleure
incompréhension. Quand on regarde les enquêtes qualitatives sur Emmanuel Macron, alors il y a de la détestation, etc. Mais la question qui revient derrière, c'est exactement ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est on ne sait pas qui il est. En fait, il est hyper énigmatique. Plus que détesté, il est hyper énigmatique. Et en réalité, est-ce que c'est pas ça son défi avant la fin du quinquennat? Nous expliquer, puisqu'il n'y a plus d'enjeu, qui il est vraiment. Mickaël Sadoun. En effet, je crois qu'Emmanuel Macron est un homme du symbolique. Il est aux antipodes, je dirais, d'un Sarkozy qui était un pur pragmatique, qui ne s'embarrassait pas de grandes pompes et de grands discours. Ça fait partie du rôle de chef de l'État, donc je trouve ça bien à certains égards. Je le trouve un peu trop pompeux de temps en temps. Et puis surtout, je le trouve assez incohérent parce que Emmanuel Macron est toujours perdu entre deux conceptions antagonistes de la politique qui sont d'un côté une forme presque de messianisme en politique, donc l'utilisation des symboles, de la grande pompe. Il a envie d'être au-dessus de la mêlée. C'est notre projet. Et de l'autre côté, une conception extrêmement machiavélique en fait du pouvoir, où c'est vraiment quelqu'un qui fait des petits coups toute la journée aux uns et aux autres et qui parfois peut avoir l'air un peu mesquin. Et je pense que c'est cette contradiction qui ne le rend pas crédible aux yeux de beaucoup de Français. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, c'est strike pour Emmanuel Macron ce week-end? J'espère bien que non. En tout cas, ça, c'est votre point de vue. Me concernant, je ne pense pas. Et pourquoi? Parce que on peut pas faire un strike juste avec la cathédrale de Notre-Dame. C'est juste impossible. Mais il y a aussi les bons offices entre Zelensky et Trump. Ouais, on verra ça dans quelques jours. Parce que moi, les bons offices, j'y crois pas trop. Alors, on va faire réagir Philippe Moreau-Chevrolet. Le moins qu'on puisse dire, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est que c'est cash. Les médias sont assez quand même positifs, pour pas dire dithyrambique depuis ce week-end. Est-ce que quand vous entendez Maud, vous dites peut-être que dans ce que le reste de la France, c'est pas aussi blanc ou magnifique qu'on veut bien le dire? Il y a un effet JO qui fait que on peut être que fier et heureux des images de Notre-Dame. Après, de là à réhabiliter Emmanuel Macron, qui est quand même au plus bas de sa popularité historiquement, il va falloir regarder les sondages à venir dans les prochaines semaines pour savoir si ça a un impact. On peut légitimement être assez sceptique vu la crise qu'on a en ce moment. C'est ce que je disais, il y a deux images qui sont complètement différentes. Il y a un président qui nous dit « j'ai reconstruit la cathédrale » et celui-là, on a envie de le croire et on adhère au spectacle, pas forcément à la personne, mais au spectacle. Et puis d'un autre côté, on constate que la situation politique est, par la faute de ce même président, hyper inquiétante. Et là, vous savez quel est le sentiment dominant chez les Français en ce moment? Et ça cache tout le reste, c'est l'anxiété. C'est-à-dire qu'on a plus de 80% des Français qui sont inquiets de la situation économique et politique depuis la dissolution. Mais ça veut dire que quoi qu'il fasse à partir d'aujourd'hui et depuis quelques semaines, c'est terminé pour lui? Non, il peut encore retomber sur ses pattes, mais il va falloir qu'il répare. Il est expert dans un domaine, Emmanuel Macron, c'est se mettre dans des difficultés et après s'en sortir lui-même. C'est-à-dire que personne ne lui a demandé de faire la dissolution, il s'est mis lui-même au pied du mur, et là on attend que lui-même se sorte du problème. C'est comme ça depuis le début de son quinquennat, donc c'est assez sidérant, et s'il arrive à s'en sortir, peut-être... Et Philippe, avec l'extrême difficulté qu'il rencontre chaque jour, pour Notre-Dame, si on parvient à être objectif et louangeur à son égard, c'est que la promesse a été suivie effectivement par la réalité qu'on peut constater quand on est de bonne foi, alors qu'en politique, il est très difficile de percevoir les résultats des promesses qu'il prend. Ça, c'est sûr. Moi, je dirais... Qu'il fait. Oui. Après, on va en arriver justement à la problématique comment dirais-je, du remaniement. La question qui se pose pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il nomme un Premier ministre proche de lui, dont il ne va pas pouvoir se dissocier en réalité pour faire vivre lui-même la fin de son mandat? C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a des gens assez fins dans son entourage qui ont soulevé ce problème, que je trouve que c'est le vrai problème politique. Si jamais tu nommes quelqu'un qui est proche de toi, ou du bloc central ou de la droite, etc. Comment est-ce que tu fais pour te dissocier, toi, Emmanuel Macron, et finir, toi, ton mandat en majesté par rapport à ce Premier ministre? Est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à avoir une cohabitation plus dure? Non, mais c'est un vrai questionnement sur la fin de son mandat. Emmanuel Macron aurait eu intérêt à avoir un Premier ministre qui venait du Rassemblement national. C'est pour ça que moi, je trouvais que sa stratégie d'entre-deux tours, appelant à ne pas voter ni pour le RN ni pour LFI, était mauvaise. Il aurait dû laisser le Rassemblement national rentrer au Parlement
et composer lui-même son gouvernement, je pense que ça les aurait un petit peu disqualifiés pour 2027 parce que les Français auraient eu leur dose. Et puis en plus, lui, il aurait eu cette posture, je dirais, de splendide isolé et de roi solitaire. Mais comment est-ce que tu peux faire appeler le Premier ministre, le bloc d'abord, c'est pas le premier parti en termes de bloc. Sans alliance, il aurait été. Mais non, mais comment est-ce que tu peux imaginer dans la cohérence politique, Michael, pardon, vous pouvez imaginer, je dis juste qu'un homme qui a été élu 2 fois contre Marine Le Pen appelle un Premier ministre alors qu'il n'est pas obligé de le faire. C'est insensé. Il n'aurait pas été à sa première incohérence. Non, je dis simplement que la stratégie d'entre-deux tours était mauvaise. C'est insensé, je pense. Parce qu'en pense Philippe. Se représenter, ça aurait dû ça aurait du sens aussi. Mais je pense que même en fin de mandat, ça aurait été pas mal parce que ça l'aurait mis dans la posture que Françoise disait à l'instant, c'est-à-dire un splendide isolé et cette espèce de solitude du pouvoir. En tout cas, il faut une cohabitation dure, ça, moi, je pense. Allez, de toute façon, ça va venir vite, j'imagine. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet, d'avoir été. Merci à vous, Philippe. Enfin, on aura les résultats assez rapidement, donc on saura si c'est une vraie cohabitation combien, ou pas. Cécile, la dernière fois 2 mois. 51 jours, je crois. Ouais, voilà. Mais là, heureusement, ce sera plus rapide. Enfin, vous savez que la date butoir. On était en train de dire au revoir à Philippe Moreau-Chevrolet, senior partner chez Iconic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pardon, Maude, vous restez avec nous ? Bien sûr. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et c'est là où on verra les forces en place. On verra qui sera le meilleur. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dans ce studio avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun avec Philippe David, bien entendu. Il y a des paris, là sur combien de temps ça va durer Musk et Trump. Exactement. Voilà. Alors Philippe, moi ça va durer. Enfin, entendons-nous. Que ça va durer, d'accord. Le temps que durent les personnalités de Trump et de Musk. Alors moi, je pense que ça va casser la vaisselle. Alors comme ils sont inséparables. Enfin, tu en vois un, tu as un autre, c'est plic et ploc maintenant. Il y en a un à Notre-Dame, comme ils vont casser la vaisselle sur le plan planétaire, je dis avant 6 mois, ils se sont écharpés, je pense. Eh ben, on s'en souviendra. On va noter. Et toi, Mika ? Écoute, ce sont des hommes erratiques, mais ils ne marchent qu'à l'intérêt personnel, donc je pense qu'ils tiendront cette alliance parce que c'est trop important pour eux. Maude, sur ces bonnes paroles, je vous engage, non pas votre responsabilité, mais à lancer le qui c'est qui l'a dit. Vous ne proposez pas le 49.3 ? Allez-y, Maude. Bon, c'est parti pour le quiz et on va voir qui dit des bêtises. Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Voilà une belle rime. Tout le monde le sait, c'est Philippe David qui dit des bêtises. C'est pas un rire. Bon, bref, allez, qui c'est qui l'a dit on nous a pas fait de questions à un point, là, Philippe. Non, là, on a commencé fort parce que j'ai trouvé la citation très drôle. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points, écoutez bien, Maude. Aujourd'hui, le pouvoir est à l'Assemblée nationale. C'est fini, Jupiter. Maude. Alors là, j'en ai aucune. Olivier Faure. Valo, non. Non. Olivier Faure. Non. Bompard. Non. Ah, mais Mélenchon. Non, ça c'est un député européen qui l'a dit. Glucksmann. Bonne réponse, Raphaël Glucksmann, qui l'a dit ce matin. Après les avoir tous dit. Je peux contredire l'arbitre. Ouais. Valo l'a dit. Non, il l'a pas dit comme ça. Non. Là, je vous donne la citation précise. Il l'a mieux dit. Non, il l'a pas mieux dit. Peut-être que tout ça pour arracher la mauvaise foi. Et parce qu'il l'a mieux dit, 10 points pour Philippe Bilger. Maude, sincère, qui c'est qui l'a dit à 3 points? La Syrie ne deviendra pas une démocratie suédoise demain. Il est possible qu'on se réveille demain avec la charia qui sera mise en place. Maude. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai oublié. Non, on l'a pas dit, c'est une femme. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Knafo, on est à combien là? 3 points, Mickaël 3 points. Pour le moment, vous avez 0 pour le devoir. Mais non, c'est qui l'a dit? J'ai pas 0, c'est moi qui ai dit. Oui, c'est vrai, c'est Philippe qui a 0. Attendez, c'est qui l'a dit? S'il vous plaît. Pardon. C'est pas possible. On joue, c'est tout. On joue pas. On aimerait bien jouer justement. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. Se retrouver avec un Premier ministre du camp macroniste qui mène une politique du camp macroniste. Qu'irons-nous faire dans cette galère? Maude. Je suis trop nulle. Non. Boris Vallaud. Non. Olivier Faure. Non, c'est une femme. Mélenchon. Bonne réponse
Marine Tondelier, secrétaire nationale de ELV. Parce que vous avez travaillé. Qui l'a dit à 2 points. Voilà. On a demandé à un Premier ministre de gauche qui fera des compromis, qui instaure une nouvelle façon de travailler, ce que Michel Barnier a été incapable de faire. Maude. Ça, c'est pour vous, Philippe. Mais pour moi Je sais pas. Retailleau. Non. Boris Vallaud. Bonne réponse de François. On peut lui laisser une On peut y aller. Non mais regarde, il y a un moment donné, on vous sert la soupe. Ouais, c'est ça. Buvez-la. C'est qui l'a dit? 2 points. François Bayrou a toutes les qualités requises pour la fonction et singulièrement dans le moment que notre pays traverse. C'est un homme et un ministre. Maude. Ouais, je sais. Un homme et un ministre. C'est un homme, un ministre. Alors là aussi, Retailleau. j'étais sur Cazeneuve. Non. Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Enjol. Il y a des ténors de ce truc-là. Il n'est pas en prison. Non mais laisse tomber, on trouve pas. Jean-Noël Barrot. Il n'est pas derrière les barreaux, il y a des ténors du barreau. Je discute. Pourquoi vous discutez? Cazeneuve l'a dit. Oui, attendez. Je suis d'accord. Et tu sais qui c'est qui l'a dit? Toutankhamon l'a dit aussi. Bien sûr. Tu sais, mais Ramsès, ils en parlaient l'autre jour. Mais François, dès lors qu'il y a des ambiguïtés dans les propos. Mais il n'y en a aucune à la virgule près, cher ami. Tu te souviens quand même que la discussion entre Cléopâtre et Toutankhamon, il y a eu ce propos-là qui a été échangé. Excusez-moi, je me lève parce que celle-là, on ne l'avait jamais eu. Bravo. En termes de triche, alors là, celle-là, on l'a jamais faite. C'est sûr, il l'avait dit. Il l'a pensé. Merci Maude, on en est où? Écoutez, c'est très simple. Françoise de Gois, Mickaël Sadoun 5-5. Philippe Bilger, Maude 0-0. Maude. Exactement. Maude 0, c'est pas. Ça va Maude, on s'en fout, c'est pas grave. François, de toute façon. Ouais, mais c'est 0, c'est pas nul, non, mais Maude. moi je file à Maude mes points, comme ça elle a gagné. Voilà. Moi aussi, je les file. Si je donne mes points à Maude. Ça, c'est la gauche, ils font du clientélisme. Non. Allez Maude, tenez que bon, il n'y a plus que quelques mois à tenir, ou quelques années. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir à l'antenne. À très bientôt. À bientôt. Merci 1000 fois. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Certains n'ont honte de rien. De rien. Mais de rien. Mais de rien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus. Parfaitement coiffé, magnifique. Philippe Bilger, votre micro est fermé. Il est ouvert maintenant. Voilà. Philippe Bilger. Parfaitement coiffé. Oui, c'est vrai aussi. Françoise de Gois. Ne coupons pas les cheveux en 4, parfaitement coiffé. Et Mickaël Sadoun, pareil. Vous voyez, on coupe pas les cheveux en 4 pour relancer l'émission. Non, c'était passionnant. C'était le plus beau jour de ma vie. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je vais parler de ceux qui osent tout. Ils osent tout, et ça, il y a quand même des choses en politique, il y a des limites, et certains les ont dépassées totalement ce week-end. Allez, en attendant, 0826 300 300, ce numéro sur lequel vous laissez des messages, on les écoute. Camille, Montrouge, 92. Sur la gauche, j'entends toujours le même discours, de la même mise de Mélenchon sur le PS. Ne devrait-il pas modérer ses pressions à l'encontre de ce parti s'il veut gagner? Je n'entends pas de commentaires dans ce sens. Bonne soirée. Cécile de Ménibus, excellente, un vrai plaisir à vous écouter. Bonsoir. Pardon, excusez-moi. Là maintenant, on vous entend, Philippe. Merci, mais Camille. Je croyais qu'il avait bien fait de Cécile. En plus, il était en train de dire du bien de moi, donc ça change. On va recommencer. On peut l'envoyer à ma mère ou pas ce message? Moi, je trouve que vous êtes absolument remarquable, Cécile. Non, vous n'exagérez pas. Si, je veux exagérer. Non, mais il n'a pas tort. Mélenchon, si j'ai bien saisi son intervention, critique assez volontiers, et même de plus en plus durement, le PS, mais précisément parce qu'il veut conserver, me semble-t-il, sous le contrôle de la spécialiste S
gauche, c'est une autonomie absolue? Oui, alors vous savez tout ça. D'abord, je rappelle, la politique, c'est aussi de l'arithmétique. Je rappelle quand même que le Parti socialiste est passé de 30 députés à 66. Mélenchon n'en a que 71. Donc la domination de Mélenchon, il n'y a pas d'intergroupe. Il voulait qu'il y ait un intergroupe, il n'y en a pas, qui serait passé sous sa domination. Donc tranquillement, mais sûrement, Jean-Luc Mélenchon est en train de s'éloigner. De toute façon, il a pris une très mauvaise posture depuis le 7 octobre. De toute manière, déjà avant, c'était très compliqué de passer le plafond de verre pour lui. Mais depuis le 7 octobre, c'est terminé. Donc, je veux bien qu'on continue à alimenter la fable d'un Mélenchon qui balayerait tout à la présidentielle. Non, voilà. Mais tout de même, Françoise, quand il parle du mandat... Quand il dit on s'est pas donné mandat à tel ou tel de dire. On s'en fout de ce qu'il dit. Moi, je crois que je vais entretenir cette fable, mais je vais essayer de l'argumenter quand même. Je pense que la gauche modérée ne peut rien sans LFI et Mélenchon pour deux raisons. Parce que je pense qu'elle n'a plus d'électorat et qu'il y a une lame de fond démographique qui fait que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus porteuse à gauche et qu'ils auront besoin de cet électorat et de cette stratégie pour sauver leur siège en cas de dissolution aux prochaines élections législatives. Et la deuxième chose, c'est une question un peu plus personnelle et d'incarnation. Je considère malgré tout et malgré tout ce que j'ai à lui reprocher et ma détestation parfois de ses interventions et de ses positions, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité éminente, d'un très grand talent, d'une très grande intelligence qui surplombe totalement la gauche. Je trouve qu'à gauche, il y a lui et personne. Oui, je vous êtes d'accord sur le talent oratoire de Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne fait pas une présidentielle. Et par ailleurs... l'intelligence aussi stratégique. Mais c'est vraiment le meilleur d'entre tous. Primus inter pares, il n'y a aucun problème là-dessus. La réalité, c'est que il est peut-être comme ça, mais la réalité, c'est que sa stratégie, vous allez très vite vous rendre compte à quel point c'est une impasse. Je vois pas pourquoi vous parlez de la natalité, allez parler des quartiers, etc. Les quartiers ne votent pas. Je rejoins ce que Ruffin a dit. Mais les quartiers ne votent pas, je vous le dis tout de suite. Les quartiers vont peut-être voter à la présidentielle, mais la réalité, si vous voulez, c'est que dans les faits, dans tous les résultats électoraux, 4 fois sur 5, le Parti socialiste ou l'alliance PS écologiste est toujours devant les insoumis. Donc la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a autant besoin, si vous voulez, de la social-démocratie écologique que l'inverse. Et nous, on a besoin de temps pour laisser parler Philippe David dans un instant. Pardon. Et oui. Et donc, je vais pousser un coup de gueule, un énorme coup de gueule sur ce que certains ont osé ce week-end. Allez, mais vraiment osé. Mais vous allez voir. Suspense. Allez-y. Suspense. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez manqué un off dingue. Ah oui. Oui, ça c'est d'anthologie. J'ai été choqué. C'est-à-dire qu'on aurait explosé les audiences. Oh non, c'est un carton. On ne peut pas vous dire. Il était question de dinosaures, c'est ça. En fait, j'avais un simple message à dire à François Hollande et à Jean-Luc Mélenchon. Lâchez-nous les dinosaures. Allez brouter dans vos prairies respectives. Ça fait 25 ans que vous prenez en otage avec vos engueulades permanentes le Parti socialiste, parce que tout le monde oublie que Mélenchon a été 30 ans socialiste. Et maintenant vous recommencez. Laissez-nous vivre. Ça n'est pas totalement ce que vous avez dit. J'ai dit des gros mots. Elle a dit des gros mots. J'ai agrémenté. Donc il y a le coup de gueule off et il y a le coup de gueule Arrêtez de nous casser les... Allez, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui s'est répandu sur les réseaux sociaux ce week-end dans une attaque ciblée aussi mensongère que dépourvue de tout sentiment de honte pour ses auteurs. Pourquoi ? Parce que des boucs émissaires ont été jetés en pâture comme étant responsables de la signature de l'accord commercial avec le Mercosur. Et qui étaient ces boucs émissaires ? Les députés qui avaient voté la censure du gouvernement et qui, ce faisant, avaient permis à Ursula von der Leyen de nous planter un coup de couteau dans le dos. Bref, LFI, PS, ELV, PCF, UDR et RN sont responsables de la signature de l'accord et nos agriculteurs doivent le savoir à coup de tweets sur les réseaux sociaux. Pourtant, réfléchissons un instant. La censure a été votée mercredi en début de soirée et l'accord a été signé vendredi matin à Montevideo. Cela signifie donc que si Cela signifie donc que si on croit ceux qui ont proféré et profèrent encore ce mensonge, Madame von der Leyen a été capable d'organiser en moins de 36 heures, une dizaine d'heures
heures d'avion incluses depuis l'Europe, un sommet avec les chefs d'État de 5 États sud-américains qui, ironie de l'histoire, avaient leur agenda vide à ce moment-là. Et que, bien entendu, les milliers de pages traduites étaient déjà prêtes et validées par les deux parties, de manière à ce qu'elle n'ait plus qu'à signer et poser sourire aux lèvres pour les photos souvenirs. Rappelons, ironie de l'histoire, que ceux qui se répandent sur les méchants censeurs du gouvernement, les eurodéputés macronistes et LR, sont ceux qui ont voté la confiance à la commission von der Leyen en sachant parfaitement qu'elle signerait le traité avec le Mercosur, tandis que tous les autres insoumis, socialistes, écologistes et RN ont voté contre la commission von der Leyen au Parlement européen. Tous ceux-là sont nés avant la honte pour oser proférer ce type de mensonge, qu'ils s'appellent Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher, François-Xavier Bellamy et d'autres. Clémenceau avait raison quand il disait « L'honneur, c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois ». Bravo. Alors là, c'est remarquable. Absolument, et remarquable. Et alors, je suis assez d'accord avec vous parce que moi, ça vous met en colère. Moi, ça me fait simplement hurler de rire. Et c'est très bien que vous ayez rappelé que tous les groupes qui ont voté la censure ont voté contre von der Leyen pour 1000 raisons, y compris, il y avait des commissaires socialistes. Moi, je sais le groupe socialiste ont voté contre. Absolument. Glucksmann et compagnie ont voté contre. On ne peut pas accepter cela. Et deuxième point, le seul responsable, c'était Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a bossé jusqu'à la fin pour essayer d'avoir une minorité de blocage. Je crois que c'est les Autrichiens qui l'ont calé dans les mains. Bon, mais voilà, c'est lui qui n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et ben voilà, c'est comme ça. Et encore une chose qu'il a raté. Je suis tellement d'accord avec ce que vous avez dit, Philippe. Franchement, cet argument est une blague parce que cet accord est en négociation depuis 25 ans. 25 ans, oui. D'accord, depuis 1999, année où Michel Barnier a fait son entrée d'ailleurs à la Commission européenne. Ensuite, il est resté longtemps là-bas. Mais on ne peut pas rendre responsable une censure qui a été votée il y a 2 semaines pour un accord qui est en négociation depuis 25 ans et que les souverainistes de gauche comme de droite ont dénoncé dans l'inaction totale de tous les gouvernements successifs. Exactement. Donc c'est une blague. Voilà. Ce qui est marrant dans la blague, c'est que du coup les agriculteurs ont muré la permanence de François Hollande. Ils ont emmuré le dinosaure à l'intérieur. Aussi, je crois, ils ont touché à sa permanence. Oui, les méchants socialistes, bien sûr, comme toujours. Nous, on est responsables de tout. Merci Philippe David. Allez tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Kylian Mbappé s'est livré donc hier dans une interview à Canal+, et il a évoqué sans détour plusieurs sujets sensibles. Oui, on comprend qu'il n'a pas apprécié, mais alors vraiment pas que son patriotisme, ou en tout cas son attachement au maillot bleu de l'équipe de France soit remis en cause, par exemple lorsqu'il a loupé des matchs, ou bien tout simplement quand il a changé de club. En club, j'ai jamais pardonné un dixième de ce qu'on m'a fait en équipe de France. J'ai jamais touché 1 euro. On a menti sur mon sujet à bien des reprises. J'ai dit, dans l'intérêt de la nation, ferme-la, fais dos rond. On m'a traité de singe. On m'a mis pas mal d'échecs de l'équipe de France, la responsabilité de pas mal d'échecs sur le dos. Pas de souci, c'est l'équipe de France. Et à chaque fois, même quand t'avais de la colère, je me disais, vas-y, c'est l'équipe de France. Et au final, regarde, là, il y a quelques mois, on dit, mais ils s'en foutent de l'équipe de France. Comment ils s'en foutent de l'équipe de France? Malade ou quoi? J'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. Et au final, les gens, ils disent quoi? Ouais, non, mais ils s'en foutent de l'équipe de France maintenant qu'il est au Real Madrid. Ouais, je me concentre sur le Real Madrid, c'est très important, c'est un rêve. J'ai jamais abandonné l'équipe de France. En dehors du terrain, j'ai fait beaucoup de choses pour l'équipe de France. Mais j'ai rien gagné derrière. Mais je veux rien gagner, c'est le pays. T'as rien à gagner à servir ton pays, tu vois. Tu le sers, point. Alors on sent qu'il en avait gros sur le cœur, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Kylian Mbappé, il précise qu'à la rentrée, il aurait voulu se concentrer effectivement sur son arrivée au Real, mais qu'il avait tout de même cédé à l'insistance de Didier Deschamps qui l'appelait en bleu en équipe de France. Il dit aussi ne pas savoir pourquoi le même Didier Deschamps l'a pas appelé en bleu le mois dernier. Sur le brassard de capitaine, il affirme qu'Antoine Griezmann aurait été légitime, mais que lui, Kylian Mbappé, n'a pas spécialement fait pression auprès du sélectionneur pour l'avoir, comme on a pu le dire. Kylian Mbappé, au micro de Mouloud Achour, indique aussi ne pas être concerné par l'affaire de Stockholm. La justice suédoise ne l'a jamais contacté sur les accusations de la plaignante, relate-t-il. Quant aux rumeurs qui le disaient ces derniers temps atteint de dépression, lui conteste formellement. Pas de dépression, il évoque plutôt des coups de fatigue liés au rythme des saisons de foot avec des périodes de pause beaucoup plus brèves, explique-t-il, que dans d'autres sports. Philippe Bilger. J'ai lu des extraits, il m'a pas... Mais à tort, je n'ai pas été totalement convaincu surtout, et je l'ai trouvé moins bon paradoxalement que lorsqu'il intervenait quand il était en France. Françoise de Gaulle.
Moi, je n'ai pas été convaincu par cette interview non plus. Je trouve qu'il a fait mieux en matière de communication. Ouais. En même temps, je pense que c'est une étape très importante pour lui. À la décharge de Kylian Mbappé, on lui demande tout. J'ai bien lu cette interview, j'ai bien regardé. À un moment donné, il dit moi, le brassard de capitaine, c'est pas comme Hugo Lloris, c'est pas du tout du mépris. C'est qu'on demande tout à Kylian Mbappé. À lui, Kylian Mbappé n'est plus un footballeur, c'est un méta-footballeur. C'est une star planétaire iconique. Donc je pense que au moins, cette interview leur a fait du bien. Parce qu'il m'a souvent agacé, mais ça m'ennuie beaucoup de le voir sombrer comme ça sportivement. Si ça a pu lui faire du bien, eh bien tant mieux. Mickaël Sadoun. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher dans cette interview, c'est d'avoir été en super maîtrise comme d'habitude. Il a un petit peu fendu l'armure et je trouve ça très bien. Voilà. Et moi je vais dire juste un mot, il a parlé d'Antoine Griezmann qui a été énorme avec l'Atlético Madrid hier. Ils étaient menés 3-1 chez eux et ils gagnent 4-3 avec un doublé de Griezmann. Franchement, s'il revenait en équipe de France, ce serait pas mal. Moi j'ai bien aimé cette phrase, mais qu'il n'a pas spécialement fait pression auprès du sélectionneur pour l'avoir. C'est-à-dire que où on fait pression, on fait pas pression. C'est pas spécialement. Je suis un petit peu enceinte, tu vois. Voilà, c'est. Bon, après c'est mon résumé, je sais pas. Il l'a pas dit comme ça spécialement. Vous êtes un peu fourbe. Ah, c'est bien, ça a changé. Non, mais vous aussi, mais vous, c'est un petit peu tombu. Non, mais t'es bourré, c'est tout, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Allez, les amis, dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger, qui va nous parler d'une petite émotion. Absolument, ce qui est rare chez moi. Oui, c'est fou. Très rare, j'ai le cœur sec en général. Mais donc j'arrête là. Gardez ce teasing qui est magnifique. Françoise Degois. Mélenchon, la version qui trouve qu'il est brutalisé par Olivier Faure ou André Pas. Grande interview à la Republica et à Le País. Et vite. Moi, ce sera la juste réaction du groupe Canal contre l'Arcom. Allez, très bien. Et on va vous offrir des cadeaux dans quelques instants. Vous savez, vous allez peut-être pouvoir remporter un très joli cadeau puisque c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est le moment peut-être pour vous d'ouvrir dans quelques instants un cadeau en direct sur Sud Radio et vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux, par exemple un casque Bluetooth offert par Sud Radio par la Confédération des buralistes ou peut-être votre cadeau chez Etam avec peut-être de la lingerie ou quelque chose, je ne sais pas, en tout cas l'un ou l'autre ou d'autres choses parce qu'il y a tellement de choses sous ce sapin qu'on ne sait pas encore. On en parlera dans quelques instants. 0826 300 300. Félix Mathieu, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 3. 3, d'accord. Allez, ce sera le 3. Eh ben, très bien. 0826 300 300 et on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Si on avait dû choisir une émission et une station de radio avec Philippe David, on aurait choisi les vraies voix sur Sud Radio. Je confirme, je dirais même plus. Nous aurions choisi les vraies voix de Sud Radio. On y est. C'est dingue, c'est fou cette coïncidence. Vous avez réalisé vos rêves. Ouais, c'est ça, exactement. Et notre rêve, c'était de rencontrer Philippe Bilger, Françoise Degois, Mickaël Sadoun, en vrai. De pouvoir leur dire ça va, tu viens. Maxime, notre réalisateur, Félix, Majid, voilà, Aude, par exemple. Justine. Oui. Voilà, on rêvait de les rencontrer et puis on l'a fait. Et ben voilà, c'est fait. Mais vous n'avez pas dit que vous les préfériez en faux? Non, pas du tout, pas du tout. Non, de toute façon, c'est très bien, regarde, ils sont là, les petits Sauty, regarde, c'est trop mignon. Félix, Magic, Aude, Justine, Sauty et Alors, Max. je tiens quand même à vous signaler que dans cette radio, il y a une ambiance de folie. C'est vrai. C'est-à-dire que toutes les générations se côtoient, tout le monde s'entend bien, tout le monde est poli, gentil, élégant. Surtout les jeunes avec les boomers, parce qu'ils savent très bien que les claques, ça part vite aussi. Ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est pas... Elle va tomber la salade de doigts, je vous le dis tout de suite, moi. On est même janvier avec cette crépusculaire. Dès que je brise la porte, c'est t'as faim, tu veux un bonbon, c'est un peu bizarre. C'est ça. Bande de faux culs. Allez. T'as vu comment ça commence? C'est comme une funeste. Oui. C'était bien, c'était très bien. C'était nul. Vous êtes des faux derges, cassez-vous de ce studio. Barrez-vous, vous n'avez aucun respect pour les boomers, cassez-vous. On s'en va vraiment, Françoise, ou pas? Allez, dans cette bonne ambiance. Si on s'en va, je coupe tout, on arrête. Ok, d'accord, bah vas-y, t'es pas... Alors. T'as vu la génération Z, les Z se révoltent. Ouais, c'est ça. Mais ça va tomber, la salade de bœuf. Bande de mélanchonistes. Allez, avec beaucoup d'humour, bien sûr. Évidemment. Le tour de table de l'actu des vraies voix.
Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. Toujours aussi élégante. Je vous propose d'écouter un son. Ah ouais, ah c'est beau. Ah ça. On va tous pleurer. Hein. Philippe Bilger. Et bien, vous le savez, ma chère Cécile, en dehors de vous-même, j'éprouve peu d'émotions dans la vie. J'ai le cœur malheureusement trop sec. Mais quand j'ai vu cette admirable ovation de la part du pouvoir officiel, pluraliste, à l'égard de ces formidables pompiers qui avaient sauvé Notre-Dame, eh bien, j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux. Eh ben, je comprends. Et ça m'arrive si rarement que je voulais en faire mon coup d'actualité. Voilà des êtres exceptionnels qui sont parvenus à réaliser quelque chose de miraculeux quand on pense à la difficulté avec laquelle ils ont accédé, notamment à Notre-Dame, et avec ce génial chef des pompiers, il avait un autre titre, le Galet, qui était fabuleux, qui a sauvé Notre-Dame par une décision extrême qu'il a su prendre. Et on sent, pardon, les véritables applaudissements nourris et non de circonstances. Je suis d'accord, on sent que c'est l'ovation des chefs d'État. Vous imaginez quand même ce que c'est pour les pompiers d'avoir Trump qui était d'une grande sincérité, d'avoir le roi des Belges, enfin, je veux dire, le vrai pouvoir, c'est ce que vous dites, qui s'incline véritablement devant ces hommes. Et la décision folle, c'est de passer par la façade, de plonger dans le feu à 1000 degrés, pour empêcher quoi? Il faut quand même le rappeler. C'est empêcher tout simplement que les cloches ne tombent, parce que si les cloches tombent, c'est Notre-Dame qui tombe, parce que le poids des cloches entraîne évidemment la pierre qui a été, la structure qui a été complètement affaiblie par le feu. Vous vous rendez compte, hein, le capitaine des pompiers qui prend cette décision de folie, de sauter dans le foyer pour arriver à empêcher que les cloches tombent. Moi, j'étais en spécial ce soir-là à la télé, c'était très émouvant. Quand à 22h30, l'urgent ASP tombe, Notre-Dame est sauvée. Alors là, vraiment, j'étais en plateau aussi en spécial. Je pense que on pensait tous que Notre-Dame allait tomber ce soir-là. Mickaël Sadoun. Mais c'est la vraie mission du pouvoir, je crois, d'être au service des petites gens, et je regrette que ces applaudissements soient souvent trop dans une circonstance. Pendant le Covid, on s'est tous mis à applaudir. On s'est tous mis à applaudir les infirmières, et puis ensuite la crise est passée, on n'en parle plus. Notre-Dame brûle, on applaudit les pompiers. Qui sait si demain on en parlera? Donc moi je souhaite que la société, ou les dans son entièreté, s'organise aussi pour ces gens-là. Bien sûr. C'est vrai, t'as raison, vous avez raison, Mickaël. Françoise Degois. En tout cas, c'était un très joli moment. Merci de nous l'avoir rappelé, Philippe Bilger. C'était un très beau moment. Vraiment, moi, comme toi, hein, comme vous, Philippe, j'ai senti vraiment l'alarme. Là, je sens le grotesque et le rire, parce que c'est quand même, il y a de quoi se taper les fesses par terre, en fait, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais sérieusement, on découvre ce soir une interview de Jean-Luc Mélenchon qu'il a donnée à El País et à La Repubblica, donc Rome et Madrid. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes brutalisés par Olivier Faure. Mais je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit non, c'est un truc du Gorafi. À mon avis, c'est une blague. C'est encore ces comptes qui me font mourir de rire sur Mulot, Check News, là. Ils font que Corse machin, ils font que du fake, etc. C'est vraiment très drôle. Eh ben non, pas du tout. Il a osé, mais Jean-Luc Mélenchon, dire nous sommes brutalisés par Olivier Faure. Imaginez déjà, voilà, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure. En termes de tempérament, vous imaginez un qui, d'un seul coup, irait piquer le 4 heures à l'autre au fond de la cour. Je suis brutalisé par Olivier Faure. Sérieusement. Bon, ça dit en tout cas une stratégie politique de tout grenader. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, quand il est comme ça, c'est qu'il ne va pas si bien que ça. Et je pense qu'il a bien compris l'erreur. Il est tombé tout seul dans le piège du détachement. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, le PS la semaine dernière, Marine Tondelier, les Verts, le PC ont tous accepté d'aller discuter avec Emmanuel Macron, parce que l'heure est suffisamment grave. Ça va, c'est bon. Et il n'a pas vendu du beurre aux Allemands non plus, Emmanuel Macron. Faut pas non plus exagérer. Et tout seul dans son coin, comme un idiot. Et bien, tant pis pour lui, parce que c'est une erreur stratégique qu'il a faite.
Jean-Luc Mélenchon, qui pense que en se positionnant comme ça, le seul adversaire, il va entraîner, mais il va entraîner rien du tout. En fait, c'est ça le sujet. Ça chute. C'est étrange, Françoise, parce que tout à l'heure, on évoquait ce que moi j'appelais le manque de courage d'Olivier Faure, mais en même temps, je comprends ce que Jean-Luc Mélenchon peut parfois percevoir chez lui, comme tous les faibles, à un moment donné, il peut se camper dans une inflexibilité. Non, mais honnêtement, mais arrêtez d'insulter. Mais moi, je trouve ça un peu désagréable d'insulter en permanence Olivier Faure. Il n'est pas faible, c'est exactement comme les gens qui ont passé leur temps à parler. Vous savez, Françoise, je l'ai écouté au grand jury et je l'ai trouvé très lâche, par exemple, quand il donne une appréciation sur le procès de Marine Le Pen. Je ne peux pas le qualifier de courageux. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec vous qu'il n'est pas courageux. Vous savez, non, vous parlez, vous savez quoi? Parce que j'ai assez de recul. Vous faites partie des gens, vous parlez d'Olivier Faure exactement comme comme on a parlé de François Hollande pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai entendu ces trucs. Il est là. La réalité, c'est que c'est le seul des socialistes après Mitterrand à être arrivé à l'Élysée. Donc il n'est pas si bête que ça, et pas si pleutre. Mais non. Mickaël Sadoun, c'est le même. Vous vous trompez, c'est le même. Mickaël Sadoun, pour réagir, Olivier Faure qui violente Mélenchon, pardon. Non, mais évidemment, c'est pas crédible. Mais au-delà de ça, je veux le redire, je pense que la discipline de parti qui règne à gauche sera plus forte que ces dissensions personnelles et épisodiques, et que dès qu'une élection arrivera, ils referont alliance. Comme à la belle époque, et je pense que Mélenchon aura l'ascendant sur Olivier Faure, parce que en effet, je considère qu'Olivier Faure est un talent moindre, est un charisme moindre. Je le comparerai même pas à François Hollande d'ailleurs, qui a une intelligence que je trouve bien supérieure. Mais vous ne le connaissez pas. Vous regardez François Hollande à l'aune de sa conquête de la présidentielle. C'est votre chouchou, Olivier mais pas du Faure, tout. Depuis le début, mais c'est normal que je sois le chouchou. Regardez comment vous en parlez. Moi, je défends toujours les gens qu'on mais nous, on l'écoute, on l'idolâtre. Vous défendiez Mélenchon aussi. Où est-ce que je ne l'idolâtre absolument pas. Je vous dis juste que j'ai suffisamment de recul pour vous entendre et connaître le marigot socialiste pour vous dire que les mots employés sur Olivier Faure sont les mêmes que j'ai entendus sur François Hollande pendant des années avant qu'il soit président de la République. Mais la perception de l'autre n'est peut-être pas forcément la vôtre. Ah non, bien sûr, et vice-versa. Et le tour de table de Mickaël. Et vice-versa. Et Versailles. Et c'est Versailles, oui. Le tour de table de Mickaël Sadoun. Oui, ça va être court. Je voulais juste parler de la réaction du groupe Canal donc à l'interdiction de l'Arcom de diffuser C8 sur la TNT. Suite à ça, le groupe Canal a annoncé qu'il retirait ses chaînes payantes de la TNT, ce qui l'a soustrait à certaines obligations, et notamment ses obligations de financement du cinéma français. Je trouve quand même, désolé de vous le dire, que c'est de bonne guerre, parce que je trouve assez injuste que le groupe Canal soit cible de toutes les insultes, de toutes les attaques en permanence, sachant qu'il est un grand financeur de la culture française, que régulièrement il y a certains de ces films qui sont primés, qui font émerger les talents. Sans eux, il n'y a pas de cinéma français. Donc il y a un moment, c'est quand même un peu facile de taper sur ceux qui financent toute la journée, et je trouve que c'est de bonne guerre de leur part. Maintenant, il y a des négociations qui se sont lancées, j'espère qu'elles aboutiront et qu'elles seront un peu plus regardantes des intérêts de Canal, parce qu'il y a un moment où ils ne sont pas simplement là pour être des vaches à lait et payer pour tout le monde. Philippe Bilger. Je suis d'accord. Enfin bon, ils ont quand même, Canal a quand même des avantages, et puis le seil avantage, l'avantage principal quand vous sortez de la TNT, l'avantage c'est que vous ne payez plus ce que vous coûte la TNT. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros que Canal+ et que le groupe Canal va faire. Donc moi, avant de victimiser Canal+, vous savez... Ah bah, je les victimise pas, je constate que la réaction est... Mais c'est de bonne guerre. Voilà, vous nous avez viré, et bien on vous vire, on économise de l'argent. Chacun joue avec ses propres jouets. Je suis d'accord, moi ça me choque pas du tout. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir annoncé ce... Enfin, bon, vous m'avez compris. Il est temps d'offrir un joli cadeau et d'aller voir ce qui se passe sous le grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors, vous allez peut-être pouvoir ouvrir un cadeau, et c'est Frédéric qui nous appelle de Montauban. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à vous tous. Toutes et tous. Et tous et toutes. Ça va. Frédéric, vous faites quoi dans la vie ? Je fais un métier qui nécessite du don de soi. Je suis infirmier. Beau métier, bravo. On adore les infirmiers, on adore. Ça c'est bien. En tout cas, écoutez bien, on va regarder ce qu'il y a sous le sapin de Noël.
Eh bien, vous aimez Mike Horn? Vous l'aimez? Très grand aventurier de l'impossible. Oui, tout à fait. J'ai suivi pas mal de ses aventures à la télé. Et ben voilà. Et ben vous allez pouvoir les suivre dans le cadre d'une BD, la BD de Mike Horn, l'aventurier du possible chez Michel Lafon. Vous allez partir à l'aventure avec lui à travers 4 de ses plus belles expéditions, la descente du fleuve Amazon par exemple, le tour du monde, la traversée du cercle polaire, des expéditions aussi enrichissantes que spectaculaires. Et ça nous fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Vous nous écoutez depuis longtemps, Frédéric? Depuis plus de 20 ans. Oh là là, ah, ça c'est magnifique. J'adore Sud Radio et alors les vraies voix ou les fausses voix, j'en sais rien, mais j'adore vous entendre vous écharper. Il y a toujours des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Donc, on va continuer de s'écharper, ça tombe bien. Restez positifs. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci mille fois, Frédéric. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci mille fois d'avoir joué avec nous. Dans un instant, un peu plus de sérieux sur ce retour en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Un vent de liberté souffle sur Damas, mais l'avenir du pays reste encore incertain. La Syrie peut-elle sortir de la dictature sans sombrer dans une autre forme d'oppression? Alors parlons vrai. Est-ce que la chute de la Syrie aux mains des islamistes vous inquiète? Craignez-vous que le pays redevienne un sanctuaire du terrorisme comme avec Daesh? Et à cette question, craignez-vous qu'on passe d'une tyrannie laïque à une dictature islamiste? Vous dites ouais, 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Roland Lombardi est avec nous, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, directeur de la rédaction de Diplomate Média. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement, avec la chute de Bachar al-Assad, ça marque la fin des régimes laïques au Moyen-Orient? Quelque part, oui. Moi, je suis particulièrement très pessimiste d'après les retours que j'ai depuis tout ce week-end. Et surtout, avec le recul des événements, nous avons eu l'expérience depuis bien des années que lorsque les islamistes arrivent d'une manière ou d'une autre au pouvoir, ça finit toujours mal. Oui, on va en parler dans un instant. Malgré les gages donnés aujourd'hui par Al-Joulani, qui montrent pas blanche. On va en parler. Bougez pas. 0826 300 300. Vous voulez réagir? Vous êtes syrien, peut-être réfugié en France. On vous attend au standard. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Poids Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite avec les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des scènes de liesse, des statues déboulonnées et un président en fuite. La nuit dernière, Bachar al-Assad a précipitamment quitté la Syrie. On voit ces combattants islamistes qui arrivent dans la capitale sur leur moto, sur leur pick-up et qui tirent en l'air. Des tirs de joie et un groupe d'amis qui se prend en photo dans les mains. Un bout de l'histoire syrienne en train de s'écrire. Nous félicitons notre peuple en Syrie pour cette grande victoire. C'est une victoire pour nous et pour les martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération. La Syrie, enfin libérée. La Syrie est libre. On a déboulonné sa statue. Et le renversement du régime Bachar al-Assad provoque l'euphorie, mais une joie teintée d'inquiétude. Le mouvement rebelle qui l'a renversé, issu de l'islamisme radical, conduit la Syrie dans un avenir incertain après un demi-siècle de dictature du clan El-Assad. Alors parlons vrai, comment interpréter les frappes sur plus de 75 cibles par les USA hier soir? Est-ce que ce bouleversement en Syrie change l'équation dans la région, notamment dans le conflit israélo-arabe? Et à cette question, passe-t-on d'une tyrannie laïque à une dictature islamiste?
Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Roland Lombardi est avec nous, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient et directeur de la rédaction du Diplomate Média. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, on passe d'un camp à un autre camp, peut-être aussi pire, mais si je puis dire. En réalité, je suis très pessimiste sans être un spécialiste comme notre invité et que je crains le pire sur l'évolution en Syrie. Je voudrais très modestement instiller 3 petites gouttes d'espoir, mais qui peuvent être parfaitement illusoires. La première, c'est qu'on vit tout de même dans un environnement où on apprend qu'il y a des massacres, des tortures, et qu'au fond, je me demande si cette certitude qui nous indigne de plus en plus ne peut pas avoir un petit effet en Syrie. Deuxième élément, très directement relié à la Syrie, c'est l'horreur de cette dictature durant 5 ans, et plus particulièrement avec Bachar el-Assad. Et troisième et dernier élément, c'est le fait que le responsable El-Soltani, un nom Jolani, eh bien, il a une personnalité très équivoque, changeant d'apparence, changeant de vêtements, ayant eu des actes qui pouvaient laisser espérer et d'autres très préoccupants, mais puisque je parlais de 3 gouttelettes d'espoir, je m'en tiens à elle pour l'instant. Françoise de Gaulle. D'abord, réjouissons-nous, le boucher de Damas, c'est fini. Je rappelle quand même, Bachar el-Assad et son père Hafez avant. Bachar el-Assad, c'est au minimum 500 000 morts. C'est quelqu'un qui utilise des gaz toxiques sur sa population. Ce moment d'ailleurs où nous avons été lâchés en plein vol par les Américains, par Obama, quand François Hollande a dit on frappe et qu'Obama au dernier moment dit finalement on ne frappe pas. C'est 13 millions de réfugiés syriens. 13 millions de réfugiés. C'est un boucher, c'est un fleuve de sang, Bachar el-Assad. Donc, déjà, petit 1, petit 2, on se demande comment est-ce qu'ils sont arrivés en premier. Et on se demande pourquoi, parce qu'il y avait une lutte à mort. Eh bien, parce qu'évidemment, il y a eu une négociation également avec Moscou. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer que le Kremlin dit aux rebelles, vous ne touchez pas à nos installations, et en échange, on vous laisse passer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que notre invité, je n'ai pas envie d'être dans ce lamento, et pourtant il faut l'être. Il faut égrenons l'Irak. Je repensais au statut de Saddam Hussein déboulonné. Ok, égrenons les printemps arabes, égrenons le courage des populations et égrenons le résultat politique aujourd'hui. Voilà. Mickaël Sadoun. Je vais rejoindre évidemment ce qu'a dit Françoise de Gaulle sur le boucher de Damas. Le régime de Bachar el-Assad depuis la guerre civile en 2011, c'est 100 000 personnes portées disparues, c'est 300 000 à 600 000 morts selon les organismes internationaux qui évaluent ça. C'est évidemment l'utilisation d'armes chimiques, notamment en 2013 à la Ghouta. C'est bon, donc je n'ai aucun début de commencement de sympathie ni pour Bachar el-Assad ni d'ailleurs pour tout le clan al-Assad. En plus de ça, ajouter à ça qu'il est proche de l'Iran, de tout ce qui s'appelle l'axe de la résistance et que c'est un ennemi historique d'Israël. Donc je n'ai aucune sympathie. Mais je ne partage pas quand même l'enthousiasme généralisé sur le renversement du pouvoir parce que de manière peut-être vous voyez de l'enthousiasme, moi j'en vois pas dans les commentaires, je vois rien du tout. J'en vois certains s'en méfient. Et d'ailleurs, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, a été plutôt prudent sur ce sujet-là. Mais on sait comment ça se passe quand un dictateur relativement laïque tombe du pouvoir et est renversé par l'islamisme. Ça devient une base arrière du terrorisme et je pense que ça n'est profitable à personne. D'ailleurs, je pense que les proches d'Israël qui ont vu le renversement du régime comme une chose positive se trompent parce que c'est pas du tout sécurisant d'avoir une organisation terroriste à ses frontières. Donc maintenant, comment vous dire, les Israéliens se trompent pas. Ils ont mis le Golan en alerte hier soir. Oui, non, bien sûr, mais... Roland Lombardi, on a le plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, directeur de la rédaction du Diplomate Média. Il y a un pays dont nos vraies voix n'en ont pas parlé, mais qui a joué un rôle clé, c'est la Turquie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ben effectivement, en fait, tout ce qui s'est passé, ça ne se serait pas passé sans l'aval de la Turquie. Et par là même, la Turquie n'aurait pas lancé ses opérations sans l'aval des États-Unis. Voilà, donc ça c'est rapidement pour résumer la situation. Bon, on ne va pas évoquer. Alors, est-ce que les États-Unis ont laissé faire, est-ce qu'ils ont commandité? Ça, c'est une autre chose.
On n'en sait pas plus pour l'instant, on verra par la suite. Mais en tout cas, la Turquie, effectivement, est derrière Al-Joulani, le patron des HTS, des Hayat Tahrir al-Sham, donc qui était un parti islamiste, puisque la Turquie était le protecteur, le soutien et le parrain de la poche d'Idlib, qui était devenue le sanctuaire des islamistes en Syrie, et qui avait tous les djihadistes de Syrie qui avaient été frappés par les Russes et les Iraniens et le régime de Assad s'étaient réfugiés dans cette poche. Et il y avait eu en mars 2020 des négociations justement entre la Turquie et la Russie pour cantonner tous ces groupes dans cette poche d'Idlib qui est au nord-est de Damas. Et donc voilà, donc c'est clair que c'est Erdogan qui est à la manœuvre, hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est de notoriété publique en plus. Il revient dans le jeu syrien. Alors pourquoi faire ça, on ne sait pas. Il y a toujours la question kurde. C'est lui qui a financé, c'est lui qui a soutenu ces milices, qui les soutient encore. Toujours financé par le Qatar, hein, ne l'oublions pas. Hein. C'est le Qatar qui est un des premiers financiers justement de la poche d'Idlib. Donc voilà où nous en sommes. Donc c'est sûr que les lendemains sont très incertains, voire très inquiétants. Philippe Bilger. À votre avis, l'administration de la poche, de cette fameuse poche, est-ce qu'elle a, j'ai lu un peu partout qu'elle était assez efficace, assez cohérente. Est-ce que on peut tirer des enseignements à partir de cette administration pour ce que va devenir la Syrie, où la comparaison n'est pas possible? Non, c'est vrai. Certains de mes collègues avaient comparé Idlib à Gaza, en fait. Alors pourquoi il y régnait l'ordre et une certaine organisation? Parce que justement, il y a les services et les militaires turcs. Donc à partir de là, on peut comprendre que tout était sous contrôle. Mais on ne peut pas le comparer à la Syrie parce que là, c'était dans un réduit où la population était... Et surtout, il faut rappeler qu'il y avait énormément d'aide internationale, sous forme notamment humanitaire, qui arrivait à Idlib. Hein. Donc nous avons quelque part indirectement financé aussi ces groupes, puisque, bon, on le sait, la plupart de ces aides sont souvent détournées. On l'avait vu à Gaza, hein, on le voit ailleurs aussi. Donc on ne peut pas comparer la stabilité d'Idlib à la future Syrie, parce que là, il y a d'autres communautés. La Syrie est un pays communautaire. Il y a tout un passif, tout un historique de vengeance, de conflits intercommunautaires, et ça ne date pas que de 2011. Hein. C'est historique, et c'est ça qui pose problème. Et surtout que là, pour l'instant, comme je commençais à le dire tout à l'heure, le chef des HTS montre patte blanche, parce qu'en fait, il fait ce que lui dicte Erdogan. Erdogan qui s'y connaît en taqiya, l'art de la dissimulation, qui est une des principales armes des islamistes. Rappelons aussi qu'Erdogan est un frère musulman, hein, ne l'oublions jamais. Donc il avance à petits pas. Il essaye d'amuser la galerie, non pas d'amuser, d'enfumer la galerie, je vais dire, notamment rassurer la communauté internationale, si tant est qu'elle existe. Mais la suite s'avère... Alors, pour l'instant, il doit avoir des négociations avec l'opposition, notamment qui se trouve principalement en Turquie, mais ils n'auront pas la main. Hein. On l'a vu dans l'histoire, dans tous les conflits, c'est ceux qui ont participé au combat qui ont la primeur de la suite des événements politiques. Et donc, les seuls opposants syriens qui pourront y trouver éventuellement une place dans cette future Syrie, ça sera les frères musulmans. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été notre Merci à vous. Invité. Roland Lombardi. Oui, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, directeur de la rédaction de Diplomate Média. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun. Dans un instant, on parle de citoyenneté avec les vraies voix citoyennes, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, avec deux très belles associations, une notamment qui lutte contre les accidents de la route et une autre pour la citoyenneté et l'intérêt pour la politique.
magnifique. Et nous, on se retrouve demain à partir de 17h, mon cher Avec un immense Philippe. plaisir. Enfin, pour moi. Hein. Oui, passez. Mais moi aussi. Allez, passez une belle soirée. On vous embrasse. À demain, 17h. Et dans un instant, Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.